Ça fait chaud au cœur d'être dans cette géode, hein, pratiquement, bien remplie, avec, avec vous tous, donc enseignants, étudiants, lycéens. Et je vais demander aux différents intervenants en préliminaire de me rejoindre là, ici. Donc, Madame Parot, Monsieur Planès, Madame Stockart. Bah oui, parce que je ne vais pas rester tout seul, et puis vous n'allez pas rester tout seul aussi dans vos interventions, quoi. Voilà, quoi. Donc, enfin, comme vous voulez, Monsieur Weber, vous pouvez venir aussi. Hein, donc nous sommes tous présents cet après-midi pour cette manifestation qui est organisée dans le cadre du groupe de Coimbra. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Le groupe de Coimbra, c'est un groupe de 40 universités européennes et qui organise chaque année ce petit travail en commun. On peut appeler ça une compétition si on veut, mais, ou si on ne veut pas, ben c'est travailler en commun. Des doctorants des 40 universités. Et donc, cette manifestation, elle est organisée par les 2 collèges doctoraux de Montpellier. C'est pour les doctorants, donc ceux qui préparent une thèse d'université dans les différentes universités de l'Académie de Montpellier. Et en introduction de et puis après je vous expliquerai un petit peu le système, je vais laisser la parole à monsieur le proviseur qui nous accueille, qui accueille cette manifestation. Et un grand merci, Monsieur Planès, pour l'accueil que vous nous faites aujourd'hui. Alors, je vais essayer d'être bref, mais voilà. Madame la présidente de l'Université de Montpellier, Madame la vice-présidente de l'Université de Montpellier, Madame la vice-présidente de l'Université Paul Valéry, Monsieur le vice-président de l'Université de Nîmes, Mesdames et Messieurs les représentants des collèges doctoraux du Languedoc-Roussillon et de l'Université de Montpellier, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs les candidats, au nom de la communauté éducative du lycée Jean Monnet, je vous souhaite la bienvenue dans notre établissement. Nous sommes très honorés d'accueillir, alors c'est pour la 2e fois, mais pas sous le même format, la finale 3 minutes Thésis dans notre géode, donc qui est un endroit emblématique du lycée. Je veux remercier aussi les organisateurs, donc vous, d'avoir choisi ce lieu et par là même de permettre à certains de nos élèves et aux professeurs qui les accompagnent d'assister à ce qui, j'en suis sûr, suscitera chez eux à la fois de l'admiration et aussi, je l'espère, de l'ambition pour la poursuite de leurs études. Je tiens aussi d'ores et déjà à féliciter les 6 candidats pour leur courage et pour toute la préparation qu'a nécessité, je n'en doute pas, cet exercice. Je leur adresse tous mes encouragements et je ne doute pas qu'ils seront à la hauteur. Je sais qu'ils seront aussi encouragés par des membres de leur famille ou leurs amis et aussi par des universitaires qui les ont accompagnés pendant leurs années de thèse et qui sont parmi nous aujourd'hui. Je ne pourrai, hélas, pas rester parmi vous, j'ai des obligations cet après-midi, mais je ne doute pas que cette finale sera une réussite. J'essaierai de vous rejoindre pour la proclamation des résultats et je souhaite à nouveau tous mes vœux de réussite aux 6 candidats. Merci, Monsieur le Proviseur. Je vais donner la parole maintenant à Madame Agnès Stockart, qui est vice-présidente déléguée aux relations interuniversitaires de l'Université Paul Valéry. Je vous remercie. Abondance de biens. Merci. Oui, je représente Anne Fraisse qui n'a pas pu se libérer et qui vous prie de l'excuser. Elle sera néanmoins présente à la finale à Bologne cette année, donc au mois de juin. Et donc voilà, les doctorants qui sont en train de concourir, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez voir Anne Fraisse. Et donc je les félicite d'avance pour leur performance et peut-être pour cette prochaine étape. Donc je vous dis quelques mots de la part de
d'Anne Fraisse. D'abord, je remercie le proviseur qui accueille nos doctorants en cette occasion, dans ce cadre qui leur rappelle sans doute des souvenirs pas si lointains après tout. Un cadre important pour nous tous, hein, puisque c'est dans ces lieux que sont nées nos vocations, d'une certaine manière, et que sont nées sans doute les passions pour la biologie, pour les sciences économiques et sociales, pour l'histoire, hein, de nos différents doctorants et des différents candidats aujourd'hui. Donc on est dans le bain. Les lycéens sont, pour cette fois-ci, en quelque sorte, les élèves de nos doctorants. Ils auront tout à apprendre de leur passion, en tout cas de sujets parfois un peu pointus, sur lesquels ils passent beaucoup de leur temps et de leur jeunesse. Et c'est à eux aujourd'hui de vous convaincre, de vous intéresser, peut-être de faire naître de nouvelles vocations pour ces sujets, certes parfois un peu pointus, mais qui vous ouvrent des horizons. Ils ont à le faire dans des conditions qui sont particulièrement difficiles, puisqu'ils ont non seulement à maîtriser l'art de la rhétorique, de la médiation scientifique, mais aussi l'art non moins redoutable de la brièveté. Ça n'est pas le plus facile de s'exprimer de façon concise. C'est dans nos études littéraires à Paul Valéry, hein, on a souvent l'habitude de citer une phrase de Madame de Sévigné, qui, écrivant à sa fille une lettre un peu longue, finit en lui disant « Je n'ai pas eu le temps de faire court ». Et faire court, c'est un art, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend et que vous avez appris à maîtriser, chers candidats, et que je vais essayer de maîtriser à mon tour en lâchant lâchement le micro pour le prochain orateur, qui sera, je pense, Isabelle Parot. Et voilà. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir pour moi de représenter aujourd'hui le président de l'Université de Montpellier, Philippe Auger, qui n'a pu se rendre disponible et qui me laisse donc l'immense plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, je ne serai pas très longue, même si j'ai quelque chose d'écrit, ça peut paraître long, même si je ne peux pas vous garantir non plus de m'en tenir à 3 minutes exactement. 3 minutes et surtout pas en anglais, vous l'avez remarqué. Quoique, car comme le souligne avec humour un linguiste qui s'appelle Bernard Cerchiglini dans son récent livre « La langue anglaise n'existe pas, c'est du français mal prononcé ». Bon, je ne sais pas si ça sera le sujet de votre prochain bac, mais voilà. Si je n'avais donc que 3 minutes, ce serait donc avant tout pour remercier chaleureusement Monsieur le proviseur et ses équipes, pour remercier grandement les collèges doctoraux Occitanie-Est, messieurs le directeur des 2 collèges et leurs équipes, monsieur le coordinateur du groupe Coimbra Montpellier, mais également les collectivités partenaires. Merci à vous d'avoir rendu possible cette nouvelle édition ici. Quelle belle initiative d'avoir choisi pour la fausse première fois, on va dire, un lycée, un prix jury, un prix public lycéen, une initiative qui incarne réellement notre volonté commune de créer des ponts entre lycée et université et de se rassembler autour de toutes les sciences. Cet événement témoigne de notre engagement commun vers la recherche, la diffusion des savoirs, leur valorisation auprès d'un large public, et j'attends avec impatience et curiosité d'écouter les doctorantes et doctorants finalistes nous présenter leur sujet de thèse en 3 minutes. Je me réjouis de constater la très forte représentation féminine, comme l'année dernière et comme l'année d'avant. Attention, mesdames, il y a eu des vainqueurs. On espère cette année que ce sera peut-être plus féminin, quoique, monsieur, je vous souhaite vraiment également de réussir à briller. Le jury est très féminin aussi, mais il n'y a pas du tout de parti pris, c'est une blague. Mesdames, les jeunes femmes sont des ambassadrices inspirantes, très certainement aujourd'hui pour les lycéennes.
les encourageant, j'espère, à oser envisager des études doctorales, que ce soit en sciences de la nature ou en sciences humaines et sociales. 3-minute thesis, j'ai quand même dit 3 mots en anglais, célèbre l'excellence scientifique, la capacité à partager, à la vulgariser, le tout en anglais. Si l'anglais est une langue, le langage scientifique en est une autre, avec son vocabulaire, ses subtilités. Et même si l'anglais est souvent finalement la langue de communication scientifique la plus utilisée, la vulgarisation est essentielle pour rendre ces connaissances accessibles, pour transformer la complexité en clarté, sans jamais sacrifier la rigueur. C'est ce défi que relèvent aujourd'hui les doctorants finalistes et je les félicite par avance. Il s'agira en seulement 3 minutes de présenter parfois des années de recherche, non pas en langage technique, mais dans un discours clair, captivant, accessible et parfois ludique. Au nom de l'Université de Montpellier, je vous félicite par avance chaleureusement pour votre travail. Et quel que soit le résultat des votes, c'est déjà une victoire d'être ici. Mes remerciements s'adressent également à leurs directrices et directeurs de thèse, aux encadrants, mais également aux médiateurs scientifiques qui les ont formés, encouragés à se lancer dans cette aventure. Donc, au-delà d'un concours, Judith, Anna, Abid, Nancy, Sahar et Mélina, vous l'avez déjà compris, la science ne vit que si elle est partagée. Bravo à vous. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc, je voudrais saluer tout le monde, les élus, monsieur le proviseur et son équipe qui nous accueillent ici, mesdames et messieurs les enseignants-chercheurs, les enseignants, les doctorants candidats ou les doctorants supporters peut-être qui sont venus dans la salle pour les soutenir, peut-être certains supporters qui sont déjà docteurs également, et puis les plus nombreux ici, bien entendu, je voudrais saluer les lycéens et les lycéennes. Je représente le président Benoît Rouag de Nîmes Université qui n'a pas pu venir de Nîmes aujourd'hui, qui n'était pas disponible. Et donc je vais dire un petit mot au nom de l'Université de Nîmes qui participe à un des 2 collèges doctoraux organisateurs. D'ailleurs, c'est aussi l'occasion de remercier et de saluer les organisateurs et organisatrices, toutes les équipes des 2 collèges doctoraux que j'ai failli oublier et les 2 directeurs ici présents dans la salle. Et excusez-moi si j'ai encore oublié quelqu'un lors de cette première salutation. Je voudrais insister finalement pas trop sur l'international et sur l'anglais, pas trop sur la science, parce que les autres intervenants de cette introduction l'ont déjà plus ou moins fait. Moi, je suis vice-président de l'Université de Nîmes en charge des questions de formation. Donc, je voudrais m'adresser aux doctorants candidats, bien sûr, mais je voudrais aussi m'adresser aux plus nombreux ici, c'est-à-dire les lycéens et les lycéennes. Finalement, en vous disant, chers lycéens, chères lycéennes, vous êtes à la fin du processus des études secondaires, par rapport aux collégiens, par rapport à la plupart des lycéens, vous êtes plutôt en terminale ou peut-être en première, je ne sais pas. Enfin bon, vous êtes à la fin du secondaire, mais vous êtes aussi au début des études supérieures. Vous allez vers le baccalauréat, et le baccalauréat, c'est le début des études supérieures. Et la fin des études supérieures, eh bien, c'est ce que vous allez voir aujourd'hui dans quelques minutes. C'est nos 6 représentants ici qui sont en train de faire, de finir, ou plus ou moins bien avancés dans le cadre de leur thèse. Et notre système éducatif, secondaire, puis universitaire, est là pour former des gens qui ont une haute compétence scientifique, on forme des bons chercheurs dans les universités françaises. Et peut-être que ça va être votre vocation, vous, de faire le parcours LMD, licence, master, doctorat. Peut-être que vous ferez autre chose, peut-être que vous ferez que la licence, peut-être que vous ferez que licence plus master. Mais en tout cas, je suis très content qu'il y ait des lycéens qui puissent assister à ce moment de restitution en 180 secondes d'un petit bout de ce qu'ont appris à faire nos doctorants
pendant leurs études secondaires et puis pendant leurs études supérieures. Voilà. Et je voudrais vraiment beaucoup insister là-dessus parce qu'à l'Université de Nîmes, on crée des liens entre les lycées du Gard et Nîmes Université, mais c'est aussi quelque chose qui se fait à Perpignan, c'est aussi quelque chose qui se fait dans les deux universités montpelliéraines. Les universitaires vont sur les salons du lycéen, reçoivent des lycéens lors des journées portes ouvertes à l'époque de Parcoursup, vont également quelquefois dans les lycées. J'ai l'habitude d'aller régulièrement dans les lycées, donc là ça me donne l'occasion de venir parler à quelques dizaines de lycéens dans un lycée montpelliérain. Et il faut vraiment ne pas hésiter, quelle que soit votre origine sociale, quel que soit le quartier d'où vous venez, quel que soit votre milieu social, à aller vers l'université française, vers les universités en général, quelles qu'elles soient, qui donnent des formations d'excellence. Vous allez voir ça en anglais dans quelques minutes, qui ne coûtent pas cher par rapport à d'autres formations supérieures. Et certes, qui sont le lieu de l'autonomie d'apprentissage de la part des étudiants. Hein. C'est connu que les étudiants doivent être autonomes, mais être autonome, ça ne veut pas dire être abandonné. Et vous verrez quand vous arriverez à l'université qu'il y a toutes sortes de dispositifs d'aide aux étudiants, de tutorat, d'accompagnement. Et ça, il faut vous le dire maintenant pour que vous en ayez conscience. Et si vous allez à l'université, quand vous arriverez à l'université, avant d'aller en cours, renseignez-vous sur tous les à côté et sur tout ce qui accompagne les étudiants pour les mener vers l'excellence et vers la recherche. Voilà ce que je voulais dire en mon nom, mais au nom du président Rouag qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Et puis bon, bien sûr, j'invite les lycéens à bien écouter et les candidats, que le meilleur gagne. Voilà. Madame Hart, peut-être que vous pourrez intervenir en tant que présidente du jury tout à l'heure. Donc voilà. Donc merci à vous. Et donc on va, vous interviendrez en tant que membre du jury. Et on va commencer donc la manifestation de cet après-midi sans trop tarder. Donc le principe de cet après-midi, c'est que plusieurs doctorants des universités, des 4 universités de la région de l'Académie, ont pu candidater. Et nous avons donc cet après-midi 6 doctorants qui ont pu être sélectionnés dans une phase de présélection et qui vont nous présenter leurs travaux, le contexte du travail, le contexte de leur équipe, leur sujet et des premiers résultats. Et ceci en anglais, puisque c'est la langue internationale au niveau européen, puisque nous proposons cette manifestation dans un cadre européen, qui n'est pas uniquement l'Union européenne, mais qui est plus large d'ailleurs que l'Union européenne. Donc, mais on va commencer. Alors, il y a un certain nombre de règles, effectivement, pour la gestion de ces présentations. Vous les avez là ici. Donc, vous voyez que la présentation doit être faite en 3 minutes et ne doit pas dépasser les 3 minutes, que les présentations doivent être faites dans un anglais intelligible, que voilà, il y a un minimum de mouvements et donc voilà, il y aura une diapo qui sera derrière chaque doctorant. Chaque doctorant a élaboré sa propre diapositive et qu'il n'y a pas d'autre élément que le doctorant, sa diapositive, le micro et son texte et sa façon de présenter son travail. Pas d'autre artifice. Donc il y aura en fait vous serez amené à juger aussi. Il y aura un jury, le jury de la salle, qui pourra voter pour votre candidat ou candidate. Et puis, il y aura surtout donc ça c'est People Choice, et puis le Jury's Choice. Jury Choice, c'est en fait, ça sera celui qui décidera du candidat ou de la candidate ou du candidat qui sera sélectionné pour aller
Alors je vous expliquerai après, voilà, la sélection sera faite sur la décision du jury et je vous expliquerai un petit peu après comment ça va se passer. Donc un jury, le jury est très varié avec Madame Patricia Gardiès de l'Université Paul Valéry, Madame Claire Hart de Montpellier Méditerranée Métropole, Isabelle Parot de Montpellier Université et Philippe Weber, que vous connaissez bien, qui est votre proviseur adjoint au niveau du lycée Jean Monnet. Et puis, comme la compétition, elle existait aussi depuis plusieurs années, Ali est le lauréat de la précédente manifestation, précédente sélection. Bravo à lui. Bien, voilà, donc les présentations générales sont faites et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec notre première candidate qui est Judith Rakotondrailai Mayela. Merci. Merci pour elle. Donc l'Université Paul Valéry, juste pour votre information, le sujet de sa thèse, donc c'est Exploration of Burnout as a Loss of Meaning at Work Among Qualified Millennials. Et donc, je ne sais pas qui donne le top, c'est vous qui le donnez, et vous avez donc 180 secondes pour présenter votre travail. A few months ago, I left my job. I left my past company because of different reasons. At first, my parents, who had invested so much in my education, were a little bit shocked. I understand. My parents, just like others of other generation, spent several decades doing the same job in the same company. But young people today, they studied, they travel, they got comfortable jobs, but it doesn't seem to be enough. They're looking for more. They're looking for meaningfulness at work. And if they don't find it, they disengage or choose to leave in search for another job. In my research, I chose to concentrate on a generation of people born between 1980 and 2000, the millennials, my generation. While we were promised exciting career opportunities, we gradually discovered another reality, that jobs can feel pointless. Which leads me to ask, how come those highly qualified young people who seem to have it all seem so unfulfilled with work? What is meaningfulness at work for them anyway? Researchers have named this loss of meaning brownout. Brownout. Brownout is a word that comes from the electricity word and means there is a drop in voltage. In other words, less energy. While we all know about burnout, which is a severe depression, brownout is a mild depression caused by jobs that feel irrelevant. So to understand brownout, I have interviewed 34 millennials and found out two interesting facts. First, I found out that meaningfulness at work for them refers to alignment, feeling impactful, and feeling useful. Secondly, I found out that brownout happens when missions are irrelevant, when the environment of work is unchallenging, and when there is lack of recognition from managers and colleagues. So, thanks to my thesis, I'll be able to provide tangible solutions to organizations to prevent brownout. My research suggests to create an environment that fosters meaningfulness by creating an ecosystem. In concrete terms, this means employees who fully understand their role within the company, managers who value their employee through gratitude, and companies who offer a collaborative work atmosphere. To conclude, let me quote a famous American talk show host, Oprah Winfrey, who said, "Remember that your job is not who you are, it's who you are becoming." Donc, présenter en 3 minutes le travail et les premiers résultats, c'est pas du tout évident. Bon, bravo pour notre première candidate.
Je vais appeler tout de suite. Alors, je vais laisser quand même 1 ou 2 minutes au jury pour noter, puisqu'il y a quand même une grille, et de pouvoir noter et donner des premières impressions pour pouvoir avoir un avis lors de leur réunion. Alors, je vais vous parler peut-être un petit peu du groupe de Coimbra. C'est 40 universités de l'Union européenne et hors Union européenne en Europe. Ça inclut les universités anglaises aussi, d'ailleurs, puisque l'Angleterre, le Royaume-Uni est bien en Europe, même si leur choix était de quitter l'Union européenne. Mais il n'y a pas que, il y a d'autres universités. L'université d'Istanbul, par exemple, fait partie du groupe de Coimbra. Et donc, toutes ces universités, elles se regroupent en réseaux. Il y a des petits réseaux qu'on appelle des alliances, et puis il y a des réseaux plus importants, tels que le groupe de Coimbra, qui est 40 universités, et qui propose un certain nombre d'actions communes au niveau européen et au niveau international pour fédérer un certain nombre d'actions de développement, tant au niveau de l'implication des universités dans la vie sociale, dans la vie normale des États, dans la promotion de la formation à un bon niveau, de la recherche et de l'innovation en Europe. Et c'est une des missions fortes du groupe de Coimbra, qui porte son nom parce que la première réunion a eu lieu à Coimbra. Qui me dit quel est le pays dans lequel se trouve? Oui, le Portugal. Très bien, bravo. Bien, donc Anna Abramova, donc de l'Université de Montpellier, et votre sujet de thèse, c'est Synthesis of Multifunctional Neuroprostan Derivatives for Cellular Visualization and Labeling at IBMM. Floor is yours. What does a fish have to do with aging, Alzheimer's, and heart disease? Well, fish are a source of fish oil, which is rich in omega-3 fatty acids. Omega-3 is known for its therapeutic health benefits, such as reducing inflammation, lowering blood pressure, and even restoring brain health. Is it just another health trend? Despite decades of research, the exact mechanism behind these benefits remains unknown, and this is where my research comes in. Our lab uncovered the remarkable protective properties of a molecule called FOF4T. FOF4T is a small molecule which is formed when omega-3 interacts with oxidative stress. Oxidative stress, the same process that causes metal to rust and oil to spoil, typically damages our cells. However, nature has a clever way for turning this harmful process on its head. Just as antioxidants protect Just as antioxidants protect oil from going rancid, oxidative stress can generate molecules that protect cells from rusting, and one of these is FOF4T. We've discovered that it acts as a shield. It protects cells during extreme stress, such as what happens during a heart attack. It reduces damage and even helps towards recovery. So, how does FOF4T work? What are its targets, and can we use it to treat diseases? To answer these questions, we are using advanced tools. One of them is the same glowing process that what makes jellyfish light up in the dark, fluorescence. By tagging FOF4T with fluorescence, we can watch its movements through the cells. We can then track its path and see where it binds. Finally, powerful new microscopes allow us to zoom in on the tiniest details within each cell, revealing exactly where and how it works. Our results are promising. We believe we are close to identifying the key locations where FOF4T is active, and we now hope to shed light
on its role in protecting cells. This will help us to design medication for diseases driven by oxidative stress, Alzheimer, heart diseases, and even aging. The more we learn, the closer we get to designing better, more specific medications that will help cells to recover and to function normally. So remember, fish oil is not just another health trend. There is real science at work here. And by understanding 4FOT, we are opening doors for new therapies to some of the most pressing diseases of our time. So next time you order your favorite fish, remember how healthy it's making you. Remember the science behind it and enjoy. Alors juste Coimbra, juste puisqu'on a vu que c'était une université portugaise et je vais vous donner un petit scoop, c'est que Coimbra a été pendant très longtemps la seule université de langue portugaise. Et donc les Brésiliens venaient à Coimbra pour suivre avoir une formation de haut niveau, puisque, comme vous le savez, le Brésil est un pays de langue portugaise. Et il n'y avait pas à l'époque d'autres universités que l'université de Coimbra, et même au Brésil, ce qui fait que les dirigeants, les hautes personnes au Brésil, pendant très longtemps, se connaissaient bien, même politiquement ou dans des bords différents, parce qu'ils s'étaient côtoyés à l'université de Coimbra. Voilà, donc vous voyez, l'université, ça permet le brassage de population, le brassage de personnes avec des formations différentes, avec des convictions différentes, mais c'est un lieu, un creuset où justement tout cela se développe et peut prendre forme et conviction. Voilà donc pour notre deuxième candidate, et on va accueillir maintenant Mélina Collin. De l'université de Montpellier Paul Valéry, et donc votre sujet de thèse c'est The Sources of Inspiration for the Gothic Revival Cathedral of New England, Medieval Architecture in France and in Ireland. When I say Gothic, perhaps a person dressed in black with lace and frills, made up to be paler than a ghost, comes to mind. Or maybe you thought of Gothic literature, Bram Stoker's Dracula, Mary Shelley's Frankenstein, or anything written by Edgar Allan Poe. But the Gothic predates both the melancholic lifestyle and the literary genre. It was first and foremost an architectural style during the Middle Ages. In that sense, what usually comes to mind will be the great medieval cathedrals, Paris's Notre Dame being the easy reference. Now, did you know that even though the United States did not exist during the Middle Ages, there are as many Gothic cathedrals in America as there are across Europe? But cathedrals are a Catholic place of worship, and the US was a predominantly Protestant country in the beginning. So how can this be? These American cathedrals are built in the Gothic Revival style, which originated in Europe at the turn of the 19th century. It might be surprising to find the Gothic Revival in America, but let's not forget, for the newly independent United States, Europe was a past political identity. Americans sought to distinguish themselves by posing as both another Europe and as the other of Europe. Let's zoom in a bit. The northeast area of the US is called New England, and it's considered the most European region of the country. 4 Gothic Revival cathedrals were built here between 1866 and 1892. They are the focus of my research, and studying them has unveiled quite a mystery. All 4 were designed by Patrick Charles Keeley, a humble carpenter from Ireland. Keeley would go on to design no less than 600 Catholic constructions across the US and in parts of Canada. And yet, likely due to the persistence of anti-Catholic sentiment from the mid-19th century, a period marked by a massive influx of immigrants, Keeley remains relatively unknown.
My research is therefore an opportunity to fill the gaps left by previous studies. My goal is to identify Keeley's sources of inspiration when designing these cathedrals. Did he incorporate different elements from the medieval constructions of his native Ireland? Or did he rely on the architectural publications of his time, most of which focus on the Gothic cathedrals of France? Not only will this be the first extensive research on Keeley's designs, this is an opportunity to insert New England's 4 medieval-esque cathedrals into the greater discourse about the Gothic revival, arguing that the Gothic is not just a phase, it's a way of anchoring ourselves in a distant past. Bien, donc ce petit intermède, je vais être un petit peu plus long parce que les lycéens le savent, que dans quelque temps, il va y avoir la sonnerie, donc on ne va pas faire de présentation des doctorants pendant la sonnerie. Et vous resterez aussi dans la géode pendant la sonnerie de votre lycée. Alors, le jury va se prononcer, va écouter les différents doctorants et va voter pour une ou un candidat. Et comme vous pouvez le voir, les prestations de chaque candidat sont filmées, sont enregistrées à la fois visio et son. Et la présentation de là ou du candidat qui sera lauréat aujourd'hui sera envoyée aux 40 universités partenaires du groupe de Coimbra, comme nous recevrons les prestations des autres universités. Et donc, dans chaque université du groupe de Coimbra, nous aurons les différentes prestations et nous allons voter, donner 3 points à la prestation qui nous paraît la plus intéressante, celle qui est la... Voilà, donc... ensuite 2 points et ensuite 1 point. Et chaque université va donner ses points. On va le transmettre au secrétariat de Coimbra. Et au secrétariat de Coimbra, ils vont faire les additions. Et comme cela, il y aura 3 candidats qui seront invités à venir présenter leurs travaux, 3-minute thesis presentation, lors de la prochaine réunion annuelle du groupe de Coimbra, qui, comme vous l'a dit Madame, dans laquelle participera Madame Fraisse de l'Université Paul Valéry, ça sera à Bologne, à l'Université de Bologne. Vous savez que l'Université de Bologne est alors, je vais reposer la question, mais là c'est peut-être plus simple quand même. Hein. Le pays de Bologne. Pas de main qui se lève. Hein. Oui, quand même. Alors, Italie, bien évidemment. Voilà. Une des plus anciennes universités européennes et mondiales, et avec un processus de Bologne qui est cadré, qui est dans le cadre du fonctionnement de toutes nos universités européennes. Donc, on accueille maintenant Abid. Abid Bossouf de l'Université de Montpellier et son sujet de thèse, Complex Thinking and Oral Health. Do you know what the common point is between breathing, eating, speaking, and smiling? Yes, you guessed it. They all require your mouth and your teeth. But here's the surprising thing. Your mouth is not just about talking and chewing. It's a mirror of your general health. Let's start with a shocking fact. 3.5 billion people all over the world suffer from oral disease, like cavities, gum disease, and mouth cancer. That's almost half the planet. But here's the good news. Most oral diseases are preventable. But while our health system is very good at treating disease, it is not so great at prevention. But in a world where people are living longer, shouldn't we focus on keeping them healthy rather than just fixing problems when it's too late? Now, here's another thing. Whatever happens inside your mouth can have an impact on the rest of your body.
So bad bacteria in your mouth can lead to heart disease, diabetes, and even pregnancy complication. So taking care of your teeth is not just about having a Hollywood smile. It's about keeping your whole body in check. But here's the catch. Doctors, dentists, and other specialists are trained separately, and they don't always learn how to work together. Just imagine a football team where there is no communication between the coach and the players, or between the players themselves. Chaos, right? Well, that's exactly how our healthcare system works. I'm a dentist, and through my years of practice, I've realized that preventing my patient problems requires working with others. That's exactly what my thesis explores. How healthcare professionals can collaborate better to prevent diseases. To do so, I'm interviewing patients, professionals, and policymakers to understand their views on health, the barriers to prevention, and the factors influencing their decision. Oral health reflects a broader systemic issue. Collaboration in healthcare reduces medical errors by 30%, and it also improves patient satisfaction by 25%. Ensuring that everyone can eat, breathe, speak, and smile properly is essential and requires teamwork. We also found that we can reduce preventable oral diseases by 25% just with more collaboration. So now, it's time to reshape the way we practice medicine, fostering stronger collaboration. Because remember, as the saying goes, smile and the world smiles with you. Bien, après la sélection qui a eu lieu en janvier, après les candidatures des différents doctorants, les doctorants ont pu bénéficier d'un accompagnement, et cet accompagnement de très grande qualité a été réalisé par Lynn Blaine et Patrick Sandra, pardon, qui ont accompagné les doctorants et les candidats pendant ces quelques semaines de présentation, et on peut les remercier fortement pour l'appui et le soutien aux différents candidats. Merci Lynn, merci Patrick. Bien, ben nous accueillons Nancy. Bien, Nancy Nalbandian, Université Paul Valéry, et votre sujet de thèse, c'est From Sydney to Istanbul, a pragmatic and cross-cultural critical analysis of Wentworth Prison. I don't know how to pronounce it in English, and Avlo. At the age of 15, I was a TV addict. I binge-watched everything. But back then, I never asked, why do different countries tell the same story in different ways? Years later, that's exactly what I explore in my PhD. Imagine an Australian women's prison drama, Wentworth. It's so captivating, it keeps you on the edge of your seat. Now imagine that same story remade for Turkish audiences, Avlu. You might assume it's the same story in a different language, but it's not. My research explores how TV remakes reflect a society's values. More importantly, they shape how we see women. Wentworth and Avlu may be fictional, but their differences reveal what is accepted in one culture and censored in another. In Avlu, the main character is in prison for taking the blame for her daughter's crime. In Wentworth, she's in prison for killing her abusive husband. Same character, but two different identities. Even how she speaks affects the way we see her. In Avlu, she begs everyone in prison to contact her daughter 52 times. In Wentworth, only 5. Prison routines reveal cultural values. In Wentworth, prisoners spend time alone, going to the gym, reading magazines. In Avlu, they're always together, reading fortunes in Turkish coffee grounds and belly dancing. These aren't just activities, they set the standard for women's behavior. This is what frame theory explains. What we see on screen isn't just entertainment. They're carefully constructed messages about what is normalized in a society. So,
Why such a dramatic change? I interviewed Avlu's screenwriter. She told me all Turkish TV series must be approved by the government. Some topics, like LGBTQ+ relationships, are removed. Others, like motherhood, are glorified. Avlu isn't just about a woman seeking justice. It transforms her into a self-sacrificing mother. This is what my research reveals. Changes in Avlu aren't just creative choices. They're cultural decisions. Decisions that decide what a woman should be, what a mother must be, and what a society is willing or not willing to accept. But here's the thing. Changes in Avlu and stories aren't just happening in Turkey. Whether you're watching Wentworth and Avlu or even scrolling through Instagram or TikTok, someone, somewhere is deciding what we see and what we don't. So next time you press play, don't just binge watch like I used to. Start watching differently. Because in television, as in life, there is always more than meets the eye. Please remember that. Thank you. Vous voyez la diversité des sujets qui sont abordés en doctorat d'université, que vous choisissez à l'intérieur d'une équipe de recherche. Et ces équipes de recherche, elles sont diverses et variées dans nos universités françaises, éventuellement aussi dans des universités européennes ou internationales. Bien, et donc nous allons accueillir notre dernière candidate qui est Sahar Mahmoud. Et votre sujet de thèse, c'est Studying Long Non-Coding RNA, Regulatory Network related to Tumor Microenvironment. Imagine 2 bedrooms in your apartment. One belongs to your tidy child. It's neat with everything in its place. The other belongs to your messy child, and it's chaotic. Everything is scattered everywhere. Naturally, you'd prefer the tidy room. But in a cancer room, or as we can say, cancer environment, the rules are different. The tidy room, which we call cold tumor environment, seems ideal, but it's lacking the immune activity needed to fight cancer. Now, imagine this room becoming messier slowly. Immune cells rushing in, signals activating, and the battle begins. This transformation into a hot tumor environment is exactly what our lab has done, because more immune activity means a stronger fight against cancer. You see, the real problem in cancer environment isn't just the cancer cells looks like the garbage bags here in the room. The bigger issue is everything else. Immune cells scattered everywhere, gene activity out of control. But here's the twist. The solution is already in the mess. My hero for today is non-coding RNA, especially the one we call CARD8AS1, that we found to have an effect on cancer progression. If you look closely, you might notice it as a broom working behind the scene. It's not cleaning up the mess itself, but it's regulating everything, guiding immune cells, regulating gene activity. And with the right push, it can turn this chaotic environment into a strong, powerful fight against the tumor. To see all these details, we need to dive deep into these cells to uncover more unseen heroes. That's where sequencing and the bioinformatics analysis comes in. With this powerful technology, we can uncover more unseen heroes and dive deep into the molecular level to discover all the humble heroes and give them the spotlight they deserve for their vital role. By combining this with practical experiments, we are not just understanding the tumor environment, we are reshaping the battlefield. By encouraging more immune cells to infiltrate the tumor environment, it allows them, with the help of the non-coding heroes, to fight cancer. Never forget, the solution to fight cancer is always in the room.
And as Nietzsche said, within chaos lies the potential for something extraordinary, like a dancing star being born. Bien, donc nous avons entendu nos 6 candidats. Je laisse le jury prendre des notes sur la dernière présentation. Et puis je proposerai au jury de suivre Anaïs, peut-être, pour aller délibérer. Donc le moment est venu de la remise des prix. Donc si vous pouvez rejoindre vos... Et je vais demander aux membres du jury et aux directeurs des collèges doctoraux de venir sur scène. Alors j'espère qu'on vous a dit que votre géode, là ici, va circuler, la vidéo qui a été prise, elle va circuler au niveau européen, dans toutes les universités européennes, puisque ça sera une ou un des candidats dont la vidéo circulera au niveau des universités européennes. Bien, donc je vais vous laisser la parole maintenant. Et alors peut-être, monsieur le vice-proviseur adjoint, quelques mots, et puis après vous donnerez la parole au directeur de collège doctoraux. Merci monsieur. Je vais juste donc remercier les élèves pour leur écoute pendant l'après-midi. J'espère que cela vous a beaucoup intéressé. Personnellement, les candidats, j'ai trouvé ça super intéressant. Franchement, tous les 6, vous êtes tous les 6 très très forts. Donc merci beaucoup ce moment de bonheur. J'ai beaucoup appris de tout le monde et franchement, ça donne envie à moi-même de retourner à la faculté et de refaire les études et de refaire un doctorat pour le plaisir. Voilà. Merci à vous en tout cas. I wasn't ready, but hi. It was an experience last year that was amazing, and maybe in the future you guys should try it. But it gives us a way to think about what do we love to do, and when our parents ask us, like, what do you do when work? And let's tell them in a simple way, in a beautiful way, what we can do. If I may, the candidates were amazing. The level was so high. We almost had a fight choosing one to win. Bon, je pense qu'on va laisser parler les collèges doctoraux, si j'ai bien compris. Hein, d'abord. Donc allez-y. En effet, on va ménager le suspense, donc on va pas encore dévoiler le prix du jury. En revanche, on va pouvoir remettre maintenant le prix du public. Donc vous avez toutes et tous voté. On a fait les comptes en pesant les cylindres et en comptant les jetons. Et donc, il ménage le suspense quand même. Et donc, c'est à moi d'annoncer le prix du public. Normalement, il me semble qu'ils se sont entendus sur ça. Oui, je sais qui c'est, bien sûr. Je vais prendre des notes quand même. Il ne faut pas écorcher le nom. C'est ça. Bon, alors la difficulté, c'est qu'on ne nous l'a pas communiqué, alors on va faire un... Non. À l'intuit. Hein, non, je sais, c'est ça. Mais oui, je le sais. Non. Donc, on a le plaisir de vous dire que vous avez désigné de vos votes une candidate. Et il s'agit de Nancy Nalbandian. Bravo.
Thank you so much for this opportunity, and thank you so much for Collège Doctoral for giving us this opportunity. I think this should be mandatory for all doctoral students because it gives us an opportunity to connect with the other brilliant doctoral students, and we see that we're not struggling alone, and the struggle is shared, but yet it's very rewarding. Because my topic today was about mothers, I'd like to take the opportunity to thank all the mothers out there because they're super moms and they're always there for us. They're always there for us, no matter what happens in life. And thank you so much. C'est fin, c'est Merci pour vous. Merci. Donc on va laisser la présidente du jury dévoiler le nom du ou de la gagnante. Allez. Suspense. Alors, je vais, moi, me permettre de m'exprimer en anglais. Je parlerai doucement, mais sûrement. Alors, je voudrais déjà, I want to say, first and foremost, a very, very big thank you to all of the wonderful jury. Can you give them a big round of applause, please? It was very hard. Oh. An exhausting exercise because you were so good. 6 fantastic presentations, 6 fabulous people. And it was so hard for us to choose one of you. So we're really suffering at this very moment. But we'll try and do our best. So thank you. Thank you because you showed us the energy, the dynamism, the motivation for your subject, the enthusiasm, the capacity to vulgarize a subject, to make it open for everybody, however scientific, however precise it was. You were, all of you, each and every one of you, excellent. Can you please give them a big round of applause? Oh. And if I might, just send a little message out to you. I'm Vice President of the Metropolitan Council. We need you guys. We need your science. We need your support in decision-making. It's a very important message I'm sending to you. We're living in a world where sometimes people don't believe in science anymore in certain parts of the planet at the moment. We do, and we need you. So to all of you, and to all of you who will maybe be future scientists, maybe do theses, please think to share your data, share your ideas, share your work and your learnings with the public decision makers. That's a very important message. And I'm making it stretch out, so the suspense. And just before I give you the final name, I just want to say that in 2 days, we have International Day of Women's Rights, okay? Very, very, very important day. We know women are suffering in certain parts of the planet. Here, we have 5 women, 5 and 1 wonderful young man. And we have a lot of girls out there as well. And really, we hope that all of you choose the right track, choose a wonderful future, choose something you're going to love to do, be it science, be it going to doctoral level or not. But whatever you do, the sky is the limit. Go for it. Go for your dreams. That's my message for you. And so we chose a woman. Last year, we chose a wonderful young man, Ali, who had a great time, who went and represented us
in the European circuit, in the European arena. But this year, we've chosen a young woman. And incredibly, we are on the same wavelength. We made the same choice as you. We've chosen Nancy. Congratulations. Congratulations, Nancy. Yeah, I'm speechless for the first time. Yeah, I guess I have one thing to add. I expressed my gratitude for all the mothers out there, but I didn't get the chance to express thank you for my mom for, of course, encouraging me to have such a topic about her. That's very significant, of course, and thank you so much. I hope my research topic is going to reach everyone and is going to inspire, because for me, being a doctor is not just by title, it's just inspiring other people and motivating others to become better individuals in the society. Of course, better mothers as well. Thank you. Tu veux dire un petit mot de conclusion? Bah, tu peux le dire. Ouais. C'est bon. Il me reste plus. Ouais, il nous reste plus qu'à conclure. Alors, on voulait vraiment déjà remercier les candidats pour le parcours qu'ils ont accompli. Et ce parcours, ils l'ont accompli pas tout seul, hein, à l'aide de coachs. J'aimerais qu'ils viennent sur scène pour les applaudir. Ah, si, c'est obligatoire. Allez. Christine Régnier de doctorat. Christine vient également. Ouais, parce qu'en fait, quand ils ont commencé à essayer de se présenter, leurs prestations n'étaient pas aussi bonnes qu'aujourd'hui, hein, pour ne pas dire qu'elles étaient pour certains très moyennes, mais grâce au travail, surtout pour un, non, c'est une blague. On me l'a soufflé. Non, tout ça pour dire qu'il y a un travail vraiment fantastique qui a été accompli par les coachs. On voulait les remercier pour ce travail qu'ils font avec nous chaque année. Bravo. Donc merci encore à vous pour vous être porté candidat, être là jusque-là, et puis avoir accepté aussi de venir dans ce lycée. Merci évidemment aux membres du jury qui ont bien bossé et qui ont pu être en ligne avec ce qu'a décidé le public. Et enfin, je voudrais peut-être un mot pour les collègues du lycée, évidemment le proviseur adjoint, mais aussi les collègues qui vous accompagnent, vos profs. Hein. C'est pas toujours facile d'être prof dans le secondaire, et je trouve que on sait combien c'est difficile de pouvoir organiser des choses, parce que les emplois du temps, vos emplois du temps en tant que lycéens sont pleins,
Et les collègues ont aussi beaucoup de contraintes administratives. Et je pense que c'est un effort pour eux, vos profs, hein, d'avoir pu dégager du temps. C'est génial de la part du lycée de nous avoir laissé le faire. Mais je voudrais vraiment les remercier pour le travail qu'ils font au quotidien pour vous accompagner jusqu'au baccalauréat. Et aussi en particulier pour continuer quand même au-delà de ça à essayer de trouver les moyens de faire sortir les lycéens de leur classe et leur faire assister à des événements comme ça. C'est important pour nous, pour l'université et pour aussi promouvoir la science. Donc merci encore à eux. Monsieur le proviseur, vous voulez dire un petit mot? Non, c'est bon? Dans ce cas, bonne soirée à tout le monde. Merci encore.